This discussion will focus on cross-border collaboration, innovation, and investment strategies. I would like you all, please, to join me in welcoming to the stage Monsieur Gérard Mestralet, Special Envoy of the French President, India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC. Let's please give him a round of applause. Thank you so much. Let's please welcome on stage Mr. Lorenzo Ortona, Deputy National Coordinator of the Mattei Plan Task Force, Office of the Prime Minister of Italy. Let's give him a round of applause. We are privileged to have with us Mr. Frank Wouters, Director, Mediterranean Green Electrons and Molecules Network, MedGem Network, and Chairman, MENA Hydrogen Alliance. Thank you. It is our privilege to have Mr. Nofel Fadil, Director of Green Hydrogen, Moroccan Agency for Sustainable Energy, Mazen. Let's welcome him as he's making his way to the stage. Welcome to you, sir. And also joining us today, Mr. Tariq Haman, CEO, National Office for Electricity and Drinking Water. Oni, let's please give him a round of applause as he is making his way to the stage. Welcome to you, sir. We are happy to have you also. Thank you, gentlemen, for joining us. This conversation, ladies and gentlemen, will be both in French and in English. We are really proud of our diversity and cultural diversity, so please make sure that if you need any headsets, to reach out to our technical team to support you. Before we dive in, gentlemen, we have one video from Francesco La Camera, Director General of IRENA, International Renewable Energy Agency. Let's watch it together and then be back for the conversation. Thank you. Dear Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my distinct honor to join you today at the 4th edition of the World Power to X Summit. Today's discussions hold profound significance as we collectively chart the course towards a sustainable energy future. The outcome of COP28 has underscored the urgency of our shared mission. The commitment to triple renewable power capacity and double energy efficiency by 2030 represent ambitious yet essential milestone along the path to net zero emissions. According to IRENA's 1.5 Celsius scenario, the share of direct electricity in total final energy consumption must increase from 22% in 2020 to 29% by 2030 and 51% by 2050. This can be achieved with tremendous growth in electric power or power-to-X technologies, many of which are already available, such as electric vehicle and heat pumps. Electrifying the consumption of energy is a complex task that needs to be done efficiently to unlock flexibility in the power system. Last year, IRENA released its second Innovation Landscape Report, focused on smart electrification of end-use sectors, which provides a toolbox of innovations for policymakers to build their smart electrification strategy tailored to their own context. This report highlights the critical role that smart electrification plays in optimizing energy use. But innovation alone is not enough. To accelerate the global deployment of renewables, we also need systemic and structural changes. First, building the necessary infrastructure and investing in grids, land and sea routes to accommodate new production locations, trade partners,
and demand center, as well as interconnection between regions and countries. Second, advancing an evolved policy and regulatory architecture that can facilitate targeted investments. And finally, strategically realign institutional capacity to help ensure that skills and capability match the energy system we aspire to create. The energy transition can offer significant socioeconomic benefits, including GDP increase, job creation, and welfare improvements. While the global energy transition is advancing rapidly, Africa's vast renewable energy potential remains largely untapped, highlighting a critical regional gap in the broader movement towards sustainability. Although the opportunities for renewable in Africa are immense, they are not being realized. In 2023, record deployment was being reached in other parts of the world. Africa's share only stood at 1.6%. To support Africa's climate and development priorities, ARENA, under the leadership of Kenyan President Ruto, has launched the Accelerated Partnership for Renewables in Africa, this is called APRA. This initiative is designed to help realize the vision of Nairobi Declaration, which calls for action for an ambitious target to increase the continent's renewable capacity from 56 gigawatts in 2022 to at least 300 gigawatts by 2030 and build on COP28 UAE consensus of tripling renewables, doubling energy efficiency, and transitioning away from fossil fuels. As a concrete step forward in accelerating a renewable power energy transition in Africa, from 12 to 16 October, we will convene the first APRA Investment Forum in Nairobi, under the patronage of His Excellency President William Ruto. The forum will have the dual objective to nurture policy environment for renewable energy investment, as well as connecting project developers with potential financiers through a matchmaking program. It will be featured as a rapid and tangible step towards the goal of triple renewable energy and implementing nationally determined contribution, the so-called NDCs. Through the forum, we want to foster a bottom-up approach to energy planning, work closely with governments and investors to identify the best investment projects, and help financing through our Energy Transition Accelerating Financing Platform, the ETAF. It's remarkable to know that 55% of the projects received in ARENA ETAF platform are from the sub-Saharan region. However, these projects are primarily saved in draft form and not submitted for ETAF's final assessment and financing consideration. This indicates that the majority of projects looking for financing in the region are facing challenges in business development stages. Meanwhile, this project could have an expected impact that will cover over 220 million people, which is nearly 1/4 of African population. As a backbone of the African energy sector, we hope to receive more projects from African utilities and companies in preparation of the APRA Investment Forum. Africa is a priority of ARENA. We want to work closely with governments and companies to support the energy transition of the different countries of the African continent. The building of a new energy system is not just a technical challenge. It is a collective endeavor that requires
sustained commitment, and collaboration from all stakeholders. Together, we can build a cleaner, more sustainable future for all. Thank you. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. La Camera, for your address. Africa's renewable energy potential remains largely untapped indeed, and this is why we're all gathered here today. And we look forward to the first APRA Investment Forum in Nairobi. Gentlemen, we will have 2 rounds of questions with around 3 minutes allocated for each question. Et je vais commencer par vous, Monsieur Gérard Mestrallet. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Vous avez été un acteur majeur de l'industrie pendant plus de 21 ans en tant que PDG de GDF Suez, aujourd'hui Engie, une entreprise du CAC 40. Vous êtes également le président fondateur de l'agence Aloula en Arabie Saoudite et avez occupé le poste de président de Paris Europlace pendant 12 ans. En tant qu'envoyé spécial du président de la République française pour l'IMEC, pourriez-vous nous rappeler le contexte stratégique et les enjeux majeurs de ce corridor? Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cette très belle manifestation. Alors, IMEC, ça signifie Indian, Middle East, European Economic Corridor. C'est un projet, un très grand projet qui a été signé en marge du G20 l'année dernière par 8 chefs d'État, le Premier ministre Modi, Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Zayed des Émirats, et aussi 4 signataires européens, le président Macron, le chancelier Scholz, la première ministre Meloni et Madame van der Leyen au nom de l'Union qui est signataire, ainsi que le président américain. Même si le corridor s'arrête, j'allais dire, en France, depuis l'Inde, ce projet est totalement supporté, soutenu par les États-Unis. En quoi ça consiste? Ça consiste à créer une liaison de 5000 km de long entre l'Inde et l'Europe. Cette liaison destinée à transporter, ce sont des infrastructures destinées à transporter des marchandises, essentiellement des containers, mais aussi de l'énergie, de l'électricité haute tension et de l'hydrogène, mentionné explicitement par les signataires, ainsi que des données numériques à travers des câbles de transport de données. Il y aura donc trois tronçons, un tronçon maritime entre l'Inde, donc les ports indiens, Mumbai, Mundra, et les ports du sud-est de la péninsule arabique, c'est-à-dire Dubaï, Abu Dhabi, les ports également d'Oman. Ensuite, une liaison terrestre jusqu'à Haïfa, donc traversant les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël. Bon, bien entendu, aujourd'hui, il faut tenir compte du contexte très particulier du conflit sur cette zone, qui peut faire d'ailleurs de l'IMEC le projet du jour d'après. Ensuite, un dernier tronçon maritime entre Haïfa et l'Europe. Et pour nous, évidemment, pour nous Français, le port de Marseille représentera sur la partie ouest le port de sortie et d'entrée principal. Merci beaucoup de nous avoir clarifié donc l'étendue de ce corridor. D'un point de vue des enjeux énergétiques, pourriez-vous nous préciser la place que tient justement l'hydrogène vert dans le projet IMEC? Alors, ce sera une place importante. Je mentionne tout de suite qu'on évalue à 500 milliards de dollars le niveau des investissements de ce grand projet qui est présenté soit comme le canal de Suez du XXIe siècle, soit comme le grand concurrent du Belt and Road, c'est-à-dire des routes de la soie. Alors, l'hydrogène est au cœur de ce projet. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il relie des zones de production d'hydrogène. L'Inde a de très grands projets en matière de production d'hydrogène vert. Je l'ai visité, c'est quand même assez impressionnant, mais aussi les Émirats, l'Arabie Saoudite, Anéom, Oman aussi. Donc ce sont des zones de production d'hydrogène avec l'Europe qui sera l'une des plus grandes zones de consommation d'hydrogène. Au début de l'année dernière, au début de cette année, l'Europe affichait un objectif de 20 millions de tonnes d'hydrogène à consommer, mais seulement 10 millions de tonnes
qu'elle pourrait produire elle-même, ce qui nécessitait l'importation en Europe de 10 millions de tonnes d'hydrogène, ce qui est considérable. Ces deux chiffres sont d'ailleurs considérables, je pense qu'ils sont un petit peu optimistes. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce corridor sera l'une des zones, l'un des moyens de transporter de l'hydrogène vers l'Europe. Un autre corridor viendra évidemment du Maroc. Mais l'hydrogène sera au cœur de ce projet. Ça a été voulu tout de suite par les signataires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, les niveaux d'importation seront considérables et l'Europe aura besoin de beaucoup de sources d'importation d'hydrogène. La question est de savoir quel sera l'hydrogène le plus compétitif. Évidemment, dans ces pays, il y a à la fois du vent et du soleil, comme au Maroc sur la côte. Le Maroc a en plus cet avantage, plusieurs autres avantages, outre le vent, le soleil et le foncier, l'espace. Le Maroc a comme avantage une extraordinaire stabilité politique, une vision à moyen terme de son potentiel et de son projet énergétique, et notamment dans le renouvelable. C'est la vision de Sa Majesté le Roi. Et c'est en 2009 que les premiers axes de la politique énergétique renouvelable du Maroc ont été tracés. Ça fait donc 15 ans, donc il y a une très grande stabilité. Autre avantage également du Maroc, c'est le régime régulatoire, l'offre marocaine par exemple, qui donne un cadre extrêmement clair, précis, rassurant, une visibilité pour les investisseurs. D'ailleurs, les investisseurs ont répondu présent aux appels d'offres sur l'hydrogène dans le sud du pays. Mais le Maroc a aussi un avantage que n'ont pas les autres pays que j'ai mentionnés, qui sont à l'extrémité de l'IMEC, c'est la proximité. C'est la proximité. Et cette proximité, elle jouera, à mon sens, non seulement pour le transport d'hydrogène sous forme d'ammoniac. Évidemment, c'est plus près, donc le coût de transport par bateau sera moins cher venant du Maroc que d'Inde, par exemple. Mais la fraction coût de transport maritime est relativement faible dans le coût final. Par contre, le Maroc est de tous ces pays le seul à pouvoir, peut-être un jour, transporter son hydrogène directement sous la forme gazeuse depuis ses lieux de production dans le sud du Maroc ou le Sahara marocain vers l'Europe par une canalisation, parce que le transport sous forme gazeuse permet d'éviter, premièrement, la transformation de l'hydrogène en ammoniac par une réaction chimique de synthèse. Ensuite, une fois que l'ammoniac arrive sur les lieux de consommation, il faut encore le craquer pour séparer l'azote et l'hydrogène. Donc, si le Maroc peut transporter une partie de son hydrogène par voie de canalisation un jour jusqu'au nord du pays, puis ensuite en Espagne jusqu'à Barcelone, ensuite il y a le projet Barma qui s'appelle H2Med pour transporter l'hydrogène gazeux à Marseille, le Maroc aura un avantage compétitif à mes yeux sur tout autre producteur mondial. Et ça fera de Marseille le hub d'entrée et de distribution de l'hydrogène pour toute l'Europe. Merci infiniment pour cette perspective. Et nous allons justement creuser tous ces aspects-là lors des prochains panels. Alors, Monsieur Mestralet, vous avez été également mandaté par le gouvernement français pour travailler sur le partenariat énergétique France-Maroc. Nous savons qu'une visite d'État est en préparation. Quels sont les principaux enjeux et contours de ce partenariat ? Alors, d'abord, la coopération entre la France et le Maroc sur le plan énergétique ne date pas d'hier. Si je peux me permettre de mentionner ma propre expérience, il y a exactement 27 ans, j'étais, alors non pas ici, mais à Rabat, négocié avec M. Basri, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur, un contrat de concession pour Casablanca, la LIDEC, pour l'approvisionnement de la distribution d'eau et d'électricité.
et l'assainissement du Grand Casablanca. Et cette concession a duré 27 ans, puisqu'elle s'est terminée la semaine dernière. Par ailleurs, nous avons ici été amenés à bâtir, à la demande des autorités marocaines, l'usine de Safi de production électrique, qui a fourni pratiquement un tiers de l'électricité du Maroc. Et plus récemment, à Tarfaya, une ferme solaire de 300 MW qui a été qui était le plus grand projet de tout le continent africain lorsqu'il a été inauguré. Mais avec le projet du Maroc de transition écologique, transition énergétique et de basculement vers les énergies renouvelables, évidemment, la coopération prend une allure supplémentaire, un rythme potentiel nouveau, parce que le secteur privé et public français est partenaire du Maroc depuis longtemps et s'intéresse de très près, et d'ailleurs a répondu très, très positivement en masse. Alors, on ne connaît pas les résultats, bien entendu, aujourd'hui, mais aux appels d'offres qui ont déjà été lancés. Et ce qui concerne les très grandes entreprises françaises, la France a parmi les plus grands acteurs énergétiques mondiaux, et donc ils sont désireux d'accompagner le Maroc dans son développement énergétique et dans sa transition. C'est Engie, c'est EDF, c'est Total, mais aussi d'autres acteurs comme intéressés à l'hydrogène, Hydrogène de France, HY24 et d'autres qui sont présents ici au Maroc. Donc il y a évidemment l'hydrogène, il y a la production électrique, il y a les transports. On y faisait référence tout à l'heure, l'importance des lignes de transmission. Il doit y avoir, si la production est dans le sud, les zones de consommation dans le nord du Maroc ou en Europe, des constructions d'une ou deux grandes lignes haute tension pour faire remonter cette énergie électrique vers le nord. Les entreprises françaises sont prêtes à y participer. Le stockage d'énergie, stockage souterrain. Vous savez que vous avez aussi de l'hydrogène naturel. Le Maroc est l'un des rares pays à avoir dans son sous-sol de l'hydrogène naturel, donc il ne nécessite pas d'électricité. Bon, il faut pouvoir le capter, le stocker, le transporter. Voilà. Donc le potentiel de coopération est très vaste et moi je me réjouis très profondément de l'accélération de la coopération rendue, permise par les décisions politiques qu'a prises le président de la République à l'égard de la politique territoriale du Maroc. Merci infiniment, Monsieur Mestrallet, d'avoir partagé ces perspectives avec nous. Nous savons que vous aviez une contrainte extrêmement forte et vous avez tenu à être parmi nous. Alors nous souhaitons vous libérer pour vos engagements. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, un grand merci à Monsieur Gérard Mestrallet. Merci Tout à fait beaucoup. Désolé. Merci beaucoup. I am coming closer for us, gentlemen, so that we can progress in our conversation. Unfortunately, Mr. Mestrallet had to leave the conversation, but we will pursue with you, Councillor Lorenzo Ortona. Italy as well is part of IMEC. During the G20 summit that has been mentioned by Mr. Mestrallet, an MOU was signed to collaborate on advancing the project. So you have been appointed by the Prime Minister's office to implement the new Mattei plan for Africa, with Morocco identified as one of the 9 priority countries. Given the current challenges in international relations, what is your perspective on the overall context, to start with, and could you elaborate on the vision and goals of the Mattei plan for Africa? Thank you. Thank you very much. And allow me, first of all, to thank you and all the organizers for giving me this wonderful opportunity to be here in Marrakesh in this very important conference. Yes, the Mattei Plan for Africa is Italy's government's vision, strategic vision for the African continent, and it is a concrete plan of interventions for the African continent, focused mainly on 6 priority areas,
one of which, of course, is sustainable energy, education and training, and then maybe we'll go back on that, and health, sustainable agriculture, water, and infrastructure, both physical and digital. I think all these sectors are very much interconnected. Really, the ultimate goal of the Mattei Plan for Africa is to establish an equal-to-equal and mutually beneficial partnership. And as you mentioned, in the year 2024, we have been working and striving to create these kind of partnerships with 9 countries around the African continent, among which the Kingdom of Morocco is one of our partners. The aim is really to focus on initiatives that can quickly, as has been said today, have a strong impact on the communities where the interventions are carried out, really in a full alignment with the priorities represented by the local authorities, by the host countries, while always involving the private sector that was so much mentioned today. The Mattei Plan foresees as well an array of financial instruments to obviously support these projects through our sovereign fund, Cassa Depositi e Prestiti, but as well scaling with partnerships with African institutions such as the African Development Bank or even the World Bank to scale these projects at a larger level. Going on the challenges that you were mentioning and energy, definitely Italy has been at an energy crossroads in the past years. After the start of the Ukraine war, as you probably know, Italy was heavily dependent on Russian gas. We had to very quickly change, diversify our supply chain and seek new supply sources. And obviously, the most imaginable thing for us was to build new partnership with the southern shore of the Mediterranean, with North Africa, and with the African continent. So we have been diversifying our energy sources. We have been strengthening energy infrastructure, rightly so. Your minister was mentioning the importance of building quickly new energy infrastructures, promoting international cooperation with our partners, and obviously focusing on energy transition, both at home. Italy is very much focused on transitioning towards renewable energy from wind to solar, and obviously to green hydrogen, which is the focus of today, and really promoting energy efficiency in all sectors. Given the extraordinary potential of North Africa for renewable energy, especially solar and wind, we really have focused on trying to establish partnerships in this sector. We believe that it is a great opportunity for Italy to represent an energy hub for Europe, so to be really a bridge, given our geostrategical position between North Africa and the rest of Europe, to connect the two sides of the Mediterranean. And just allow me to give you a very quick couple of concrete examples. For example, our private sector we're supporting our private sector in building the H2 hydrogen project, which is an important project to transport green hydrogen from North Africa, not only to Italy, but to Europe. And in particular, we're working with Germany and with Austria, where there are a lot of hard-to-abate industries, both in southern Germany and Austria, and we're working together with the European Commission to bridge the future green hydrogen from North Africa to the rest of Europe. We have been focusing not only on green hydrogen, but as well on the production of renewable energy from Northern Africa, and thus building electric cables so that we can both export and import through these electric cables. And allow me to mention as well ELMED, which is a very important infrastructural project that will link Tunisia to Italy in this case. It's already in the implementation phase, and it's more than 2,300 kilometers, and this will be another example of clean energy being transported from North Africa to Italy.
Thank you so much, Councillor Ortona, for sharing these initiatives with us, and I'll be back later to learn more about what you're doing on the training aspect. Mr. Frank Wouters, as the leader of the EU MedGem network, and as also the chair of the MENA Hydrogen Alliance, how do you see hydrogen contributing to the future energy system, and specifically what role does hydrogen storage play in ensuring energy security and efficiency? Yes, thank you for that question. And first of all, I would like to commend the organizers on actually starting this conference on World Hydrogen Day. I mean, the atomic mass of hydrogen is 1.008, so 1008, the Americans think that is the 8th of October. So they've been celebrating the 8th of October as World Hydrogen Day. So it's actually a really good timing for this conference to start. Yes, the MedGem network links Europe to the southern Mediterranean countries. We get some financial support from the European Commission. And DII Desert Energy is a think tank. It's a private sector-led think tank. And for about a year or so, we've been trying to better understand storage. So we set up a small team that has been looking at storage. We did many interviews, a lot of research. And surprisingly, not many people know about storage. So one of the things that we found out is that there is not one single source of knowledge on storage. You have, of course, all the oil people, you get the coal people, you have people that know everything about batteries, etc. But there is not one single location where you can find, for example, the overall amount of storage. We had to figure that out. And the amounts are actually pretty amazing. I mean, there is about 20.8% of all molecules are being stored of all annual demand. And that is it has basically three functions. One is security of supply, so there's a lot of strategic reserves in systems. There is, of course, technical considerations. You have an imbalance between supply and demand. And then lastly, of course, trade. You can buy it when it's cheap, you sell it later. So our overall energy system right now, storage, is completely dominated by molecules. Batteries and pumped hydro in the electricity system are insignificant. It's 0.03%. All the rest are molecules. Also, by the way, and this is interesting, for the electricity system. So if you look at the electricity system, there's generation of electricity, and then there is a bit of storage downstream, but all the storage is really upstream. It's in the molecules for the three reasons that I just described. So then we thought, okay, what's going to happen if we do this energy transition? So then we looked at, and I used to work for IRENA, I was Deputy Director General for a couple of years, so I know all the reports, and we took Francesco LA CAMERA's 1.50 degrees net zero transition model in 2050, and then we tried to analyze that from a storage perspective. And unfortunately, storage is completely underrepresented. And by the way, it's not the only scenario. We looked at all the other scenarios, also from the oil majors, etc. There is very little consideration for storage in those models. And then if you think that through, if we're going to a situation where 50% of all final energy is electricity, and currently 60% of our electricity system has molecules in it, because and there is storage in that, then if you do that in 2050, we cannot do it without molecular storage as well. So then we modeled, let's say, a relatively modest 50% of molecules in the upstream from the electricity sector, which actually down from 60% now. We actually have to double the amount of energy that we have for the electricity in that storage, in hydrogen. So this is, I think, a relatively, it's a new insight. We're working on the final touches of the paper. It'll be launched soon, but it actually means that hydrogen is a strategic element of a future energy system. Of course, we all think and talk about it, but if you go on the internet, half of the people think it's unnecessary, it's expensive, there is thermodynamic losses and blah, blah, blah. You cannot run a future clean energy system without hydrogen storage. And that is way bigger than many people think. It's actually huge, and this is why hydrogen. Thank you so much for underlining that. Thank you for sharing with us your perspective. Monsieur Naufal Fadil, ma question va porter sur l'offre Maroc. Il me semble qu'auparavant, nous avons une courte vidéo à voir ensemble, puis je reviens vers vous pour qu'on puisse en discuter. On regarde la vidéo.
Merci d'avoir partagé cette vidéo avec nous. Alors, en application des hautes directives royales, le chef du gouvernement a émis en mars 2024 la circulaire de mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. C'est un document clé pour tous les acteurs de l'écosystème. Monsieur Naufel Fadel, quelles sont les grandes lignes de cette offre et quels sont les avantages et incitations que propose cette offre Hydrogène Maroc et qui peut y prétendre? Merci Manal. Bon, en introduction du panel, vous avez parlé de diversité linguistique qui est effectivement chère au Maroc. J'espère que les prochains panels feront honneur à la diversité des genres qui est aussi importante pour les Marocains. Merci, tout à fait. Avant peut-être de détailler les principales lignes de l'offre Maroc, je pense qu'il est important en fait de repositionner le Maroc dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc aujourd'hui occupe une position de choix dans le domaine des énergies renouvelables. Et il a pour ambition, au travers de cette filière émergente de l'hydrogène vert, de se positionner comme hub énergétique mondial et faire valoriser tout son potentiel à l'échelle nationale et internationale. Avec la publication de l'offre Hydrogène Maroc et son lancement par monsieur le chef du gouvernement, on a lancé le top départ pour une course qui sera à la fois un marathon avec des multiples sprints, mais dans le cadre d'une démarche qui est holistique, qui est pragmatique et qui est transparente. Cette démarche, elle donne de la visibilité aux investisseurs. Elle donne d'abord de la visibilité sur son champ d'application. C'est une offre qui s'adresse à l'ensemble des investisseurs, des consortiums qui sont intéressés à développer une industrie de l'hydrogène, de l'amont avec la production d'énergie renouvelable, à l'aval avec la production des molécules qui peuvent être de l'hydrogène, du méthanol, des e-fuels, et j'en passe, ainsi que toute la logistique associée au développement de cette filière. Elle donne aussi de la visibilité sur les mesures incitatives qui sont données aux investisseurs. Elle donne évidemment, et ça c'est un point clé, différenciant pour le Maroc, de la visibilité sur le foncier qui sera octroyé aux investisseurs, 1 million d'hectares avec une première phase de 300 000 hectares. Et enfin, toute cette visibilité se fait dans le cadre d'une gouvernance qui est renforcée avec un certain nombre de comités, parmi lesquels un comité de pilotage qui est l'idée par le chef du gouvernement, et puis un process, un step-by-step sur toute la phase de contractualisation dans laquelle les investisseurs comprennent de manière très claire, depuis le démarrage des études jusqu'à la FID, la mise en construction, la mise en exploitation, quelles seront les étapes que l'État marocain attend. Dans le cadre de ce process, Mazen a été attribué le rôle de point focal. Et ce qu'on peut témoigner, c'est que depuis la publication, on a pu rencontrer une centaine d'investisseurs. Et ça, pour nous, ça démontre à la fois l'intérêt et l'engouement des investisseurs pour l'offre Maroc. Merci beaucoup, Monsieur Naufel Fadel, et je reviendrai vers vous pour qu'on puisse creuser un petit peu ces aspects-là dans le deuxième tour. Monsieur Tariq Haman, l'ONE joue un rôle crucial dans l'infrastructure énergétique du Maroc, en particulier dans le déploiement des sources d'énergie renouvelable. Est-ce que vous pourriez nous partager les principales initiatives stratégiques mises en œuvre par l'ONE pour soutenir la transition énergétique? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les organisateurs pour m'avoir invité à ce panel. C'est pour moi une chance parce que j'ai pu participer quasiment aux 4 éditions avec différentes casquettes. Une casquette d'abord en tant que Mazen, ensuite en tant que représentant du secteur privé, et maintenant en tant qu'ONI. Et je tenais à le préciser pour que mes propos justement ne soient pas forcément retenus en tant que le point de vue de l'opérateur utility national,
mais comme ma conviction personnelle par rapport au rôle de l'opérateur utility dans cette transition énergétique. Mais avant ça, je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été fait jusque-là. Donc le Maroc, comme a été rappelé par M. Mestralé, a débuté sa transition énergétique relativement tôt. Nous étions précurseurs, puisqu'en 2009, Sa Majesté que Dieu l'assiste a donné ses orientations pour une stratégie énergétique qui consacre aux énergies renouvelables une place de choix, avec tout d'abord un objectif de 42%. Et quand on avait annoncé ça, tout le monde nous regardait, c'est trop ambitieux, comment allons-nous faire? Nous avons commencé avec le projet solaire, nous, avec le programme éolien. En 2015, nous avons rehaussé nos objectifs, 52%. Là aussi, pareil, tout le monde se posait la question. Et tout à l'heure, M. Mestralé a rappelé quelques éléments. Le projet Tarfaya, le projet Safi, l'IDEC. J'ai eu personnellement la chance de travailler donc, sur diriger ces projets-là, notamment Tarfaya et Safi. Et on avait à ce moment-là lancé un grand programme éolien, le projet éolien intégré 1000 MW. Pareil, tout le monde nous disait, c'est trop grand, comment allez-vous faire? Nous les avons fait grâce à mon avis, plusieurs choses. D'abord, une vision éclairée, celle de Sa Majesté. On peut dire une ambition, mais dans le sens positif du terme, une détermination, tout en étant rationnel et conscient de nos capacités, et aussi avec une approche de faire de mieux en mieux. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à aujourd'hui, en termes de mix électrique, nous avons atteint plus de 5500 MW renouvelables installés, mis en service, opérationnels, qui représentent 45% de capacité installée. Et nous sommes en train de revoir justement nos objectifs pour pouvoir dépasser en 2030 les 52% en capacité et pouvoir viser plus. Le plan d'équipement aujourd'hui que nous sommes en train de refaçonner target des perspectives qui vont se rapprocher des 70% en termes de capacité et en 52% en termes d'énergie, ce qui est un déterminant dans cette transition énergétique. Et dans cette approche, justement, donc l'opérateur ONI a été clé, puisque nous avons piloté donc, un ensemble d'éléments, donc tout le programme éolien dans sa genèse, la mise à niveau du réseau national. Aujourd'hui, le réseau marocain dispose de quasiment 30 000 km de lignes très haute tension, 400 kV de 125 kV qui relient l'ensemble du royaume jusqu'à Dakhla, que nous sommes en train de renforcer. Ça a été dévoilé par la ministre. Nous avons revu notre plan d'équipement pour les années à venir avec un investissement important, 30 milliards de dirhams pour le renforcement du réseau. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au niveau, mais parce que nous voulons justement dépasser ces objectifs et être en avant-garde au niveau donc, de la transition énergétique. Cette manne représente quasiment plus de 5 fois ce qui a été réalisé sur les 5 dernières années, pour démontrer l'importance que nous accordons justement au réseau de transport pour accompagner et accélérer cette transition énergétique. Nous sommes également en train de développer, ça a été dit, une ligne à courant continu, très haute tension, entre le sud et le centre du Maroc, dans l'objectif justement donc d'avoir une sorte d'autoroute de l'énergie pour ramener toute cette énergie renouvelable abondante à bon marché vers les centres de consommation et partant de là, viser également l'export. Même en termes d'approche, pour justement cette ligne à courant continu, nous avons adopté un mode que nous sommes en train de développer sous forme de partenariat public-privé, où justement, pour ce genre de connexion point à point massive, impliquer le privé pour contribuer à cet effort de développement du réseau national. Vous avez parlé du stockage. Là aussi, le Maroc a été précurseur en termes de stockage de l'énergie.
Nous avons développé à partir de 2005 une STEP, la STEP d'Afourar, qui était l'une des premières à être mise en service dans le continent, où on stocke de l'énergie électrique grâce à l'eau, donc à travers le pompage et le turbinage. Nous en avons développé une deuxième qui a été mise en service cet été à Abdelmoumen. Et nous avons un pipe de quasiment 2000 MW de nouveaux projets à développer d'ici 2030. Nous sommes en train également de s'ouvrir aux nouvelles technologies en termes de gestion de l'intermittence. Aujourd'hui, la batterie devient compétitive. Nous sommes en train d'intégrer une grosse capacité de stockage batterie pour gérer l'intermittence et accompagner cette transition énergétique. Donc tout ceci sont des efforts justement opérés dans l'objectif. Et ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que c'est quoi l'hydrogène? L'hydrogène vert, c'est une transformation de l'électricité vers un produit qui peut être une commodité qu'on peut transporter facilement, qu'on peut stocker un peu plus facilement. Ça a été fait parce que plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui sont difficilement électrifiables. Donc il faut passer par un carrier, un vecteur, pour pouvoir justement assurer leur transition énergétique. Ceci étant, aujourd'hui, l'électricité dans le tissu industriel représente entre 20 et 25% de l'énergie consommée. Nous pouvons aller plus vers cette électrification directe, atteindre les 52%, mais à moyen terme, les 50% restants devraient justement avoir recours à une énergie type hydrogène où on peut justement transporter et véhiculer plus facilement. Très bien. Un élément aussi important, c'est que aujourd'hui, on parle de l'hydrogène vert et de ses projets. Et beaucoup de gens pensent qu'on pourra développer ces projets indépendamment du réseau. C'est faisable, mais c'est coûteux. Il est déterminant, important, d'avoir justement une interaction avec le réseau électrique. Les opérateurs aujourd'hui qui développent des gigascale projects savent très bien qu'une intégration, une complémentarité avec le réseau est importante pour optimiser les projets et in fine le coût de sortie de l'hydrogène. D'où le rôle important qu'on jouera. Un dernier élément, si vous permettez, je sais que je prends un peu plus de temps, c'est que tout à l'heure, M. Znebar a cité Jules Verne, il y a 150 ans, où justement il voyait le trio énergie ou électricité, eau et H2. Je pense là aussi le Maroc a été précurseur, puisque toujours sur la vision extérieure de Sa Majesté, nous avons vu l'intérêt de rassembler l'eau et l'électricité dès 2012, avec la fusion entre l'ONEP et l'ONI, parce que justement, je pense qu'on a été visionnaire là-dessus, de la complémentarité entre ces éléments-là. Et l'ONI, justement, intervient également dans l'hydrogène à travers l'eau potable, donc nécessaire pour l'électrolyse, dans le cadre du programme de dessalement d'eau de mer. Donc nous prévoyons également de fournir l'eau qui sera nécessaire pour les projets hydrogène, notamment dans les régions du sud, la région de Goulmim, la région de Dakhla et la région de Orlua. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir rappelé ces points clés et merci pour le partage de votre expérience et de votre expertise également. Councillor Ortona, you're actively involved in shaping the next generation of leaders to tackle this significant challenge. We know that talent pool is really important for us to tackle this challenge. Could you share what specific initiatives you're working on with Morocco in terms of training and education? Yes, thank you. Thank you very much. I'll be short. I know we're a little bit of the time limit. But I was extremely excited, I have to tell you, when I was invited, because just on October 15th, so just in a few days, one of the flagship projects of the Mattei Plan for Africa will be launched here in Morocco, and it's the first high-level managerial course on renewable energy and energy transition at the University Mohammed VI Polytechnique in Ben Gurir. I actually thank the president again, who was just here. The program is for us organized by Rest for Africa, which is the Italian government chose as our knowledge partner.
and it will be held and carried out, as I said, thanks to the partnership with the University Mohammed VI and with the support of one of our energy company giants in Italy, which is Enel. So with Enel Foundation, Enel being already present and having invested in Morocco. So once again, the importance of the private sector, and of course in collaboration with the Embassy of Italy here in Morocco. It's a 9-day intensive course. It will bring together more than 40 high-achieving participants, both from public institutions, energy companies, and research organizations from all over Africa, to enhance their competences and contribute really to the continent's energy transition that we spoke today. The course offers a really comprehensive curriculum, and it covers topics from power sector decarbonization to renewable energy policies to regulatory frameworks, which our French friend was just describing as extremely important, and I couldn't agree more, and cutting-edge innovations. There will be, of course, valuable insights into the latest advancements in renewable energy technologies, and of course, there will be a focus as well on green hydrogen that we are talking about today. The program is aimed to facilitate knowledge exchange and networking among the participants, fostering, therefore, we hope, long-term professional relationships and strengthen really collaborations across the African energy sector, which is exactly at the core of the Mattei Plan. The course, therefore, will really create a strong networking, and above all, we believe that it will contribute to encourage the creation of important jobs, as was said today, at a continental level, not only, of course, in Morocco. Allow me to end by saying that I have heard a couple of times today, I heard the say, the best is yet to come. We believe it is exactly that. Italy is ready to partner on renewable energy and build together our common future. Thank you. Thank you so much, Councillor Ortona, for sharing these insights with us. It's really exciting to learn about this collaboration with UM6P. Probably our audience would be interested by this training for their teams, and thank you again for underlining the commitment for cooperation. Mr. Frank Wouters, the next panel discussion will focus on the path to realizing this vision, which is obviously complex. If you had a magic wand to introduce one policy measure to get the hydrogen economy going, what would that be? Yes, thank you for that question. You know, maybe getting back to my earlier story about storage. If you look at molecules, which is the major thing that we store, there's a lot of strategic reserves. I mean, Europe has 100 billion cubic meters of natural gas, and you know, after the Ukraine invasion on the 1st of November, they have to be 90% full. Of course, the IEA was founded with strategic reserves in mind, so every OECD country has to have 90 days of strategic oil reserves. China is now mandating 15% of coal demand annually in storage. So all of that is there right now. So we're very concerned with price shocks and security of supply. And what we're trying to do is jumpstart a hydrogen economy without it. So, you know, when you go to a conference like this and all the others that I've been to in the last year, it's all, there's no offtake, and who wants to sign an offtake agreement? I need to go to have that for my bankability, etc. What if we started a strategic reserve? Because we will have it anyway. Because we have it now, why would the future be different? If hydrogen is a major energy carrier, which it will be, we will have a strategic reserve for hydrogen. If we started now, you would have an immediate pool where the suppliers, there is no lack of suppliers. There's more than 1,000, I think it's 1,400 big projects in the world that are all ready to start building and making hydrogen. If there would be a strategic reserve, for example, in Europe, 20 million tons of demand in 2030, if we, let's assume 25% would be a strategic reserve by then, immediately 5 million tons could be sold into that reserve. Where does the money come from? Well, take it from the other strategic reserves. You know, we're ramping down fossil fuels, we're ramping up the clean fuels, take some of that money, release some of those reserves, and put it into hydrogen. I think that could be a great way to start the economy.
Thank you so much. Very interesting. Monsieur Nofel Fadel, avant de clôturer ce panel et pour s'adresser directement aux partenaires et investisseurs parmi nous dans l'audience, quelle importance revêt cette offre Maroc pour le pays et pour les investisseurs nationaux et internationaux? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire comme mot de la fin? Déjà pour commencer, au niveau du Maroc, cette offre hydrogène, elle revêt une importance qui est capitale. Elle est capitale parce qu'elle va permettre de consolider la position de hub énergétique du Maroc en développant cette filière émergente. Elle va aussi permettre de maximiser les externalités positives pour le pays en créant des emplois. Je pense que Monsieur le ministre de l'Industrie, Rad Mzour, a beaucoup insisté sur ce point. En localisant des industries sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène et évidemment en attirant des investissements étrangers. Pour les investisseurs, le Royaume est un partenaire qui est fiable, qui est solide et qui attire sur divers sujets sur le volet hydrogène. Il n'y a pas si longtemps que ça, je portais une casquette d'investisseur et on avait tendance à dire que la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est la publicité qui est faite par les clients. Monsieur Mestrallet, en début de ce panel, qui est un capitaine d'industrie dont l'histoire est connue, a commencé par expliquer comment le Maroc est positionné de manière distinguée sur ce volet de l'hydrogène. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points, mais il y a évidemment la ressource, il y a évidemment la position géographique, il y a évidemment les infrastructures qui sont des infrastructures de classe mondiale, le capital humain, on n'insistera jamais assez sur ce point, c'est un point qui est crucial dans le développement d'une industrie, n'importe laquelle. Et donc tout ça fait que, en plus de la structure, la gouvernance de l'offre hydrogène Maroc qui est claire de A jusqu'à Z, donc depuis le démarrage des études jusqu'à la mise en exploitation des projets, tout ça fait qu'on est dans un environnement, un framework qui permet aux investisseurs de se projeter et d'investir dans le pays. Donc on a vraiment pour ambition de faire de cette filière hydrogène, qui est une filière prometteuse, une filière d'avenir pour le Maroc, et on encourage les investisseurs à se joindre à nous et à nous suivre dans cette aventure. J'en profite aussi pour tous vous inviter à un événement, un side event qu'on organise au niveau de Mazen, pour discuter plus en détail de l'offre hydrogène Maroc, pour discuter de tous les points que vous souhaiteriez discuter en lien avec les projets qui ont pu être proposés. Et j'en profite en fait pour saluer les équipes de Mazen qui ont passé tout l'été à apprécier les offres des investisseurs. Il y en a eu plusieurs dizaines. Encore une fois, ça montre l'intérêt des investisseurs étrangers par rapport aux projets marocains. Donc merci aux équipes de Mazen. Venez les rencontrer demain. Merci. Merci à vous pour l'invitation à ce forum. Merci infiniment, Monsieur Nofel Fadel, pour cet appel que vous avez fait. Monsieur Tariq Haman, le mot de la fin il est pour vous. Brièvement, avec quel message clé vous souhaitez nous laisser? Essentiellement, c'est que je me rappelle quand on avait démarré cette aventure de l'hydrogène, pas tout le monde y croyait. Et justement, tout à l'heure, j'ai rappelé l'aventure transition énergétique, d'abord par l'électrique et ensuite l'hydrogène. Donc, la démonstration a été faite que les choix du Maroc ont été pertinents, sont déterminés, nous avançons. Et je crois sincèrement que l'hydrogène aujourd'hui est un vecteur important qu'il faut développer, qu'on a tous les atouts, ça a été dit et rappelé à maintes reprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chemin qui prend un peu de temps, mais c'est un chemin qu'il va falloir mener ensemble. Un élément important dans cette nouvelle aventure de l'hydrogène, c'est la coopération. Rien ne se ferait seul, il faut qu'il y ait une coopération entre les différents pays. Et nous avons un atout majeur au Maroc, qui est notre, d'abord, leadership, nos réalisations et notre capital humain qui a démontré sa capacité à lever le défi et à faire naître des projets, notre proximité et aussi le tissu industriel. Et en tout cas, l'opérateur ONI est à disposition pour accompagner l'ensemble de ces projets, quelle que soit leur échelle, pour pouvoir justement mener ce défi et réussir ce challenge. Merci.
Merci infiniment. C'est un projet qui prend du temps, c'est un projet qui va nécessiter de la collaboration. Merci à vous tous, messieurs. Thank you so much, gentlemen, for your insights, and we invite you to please join us for a group photo before we move on with the rest of the program. Let's please give them a round of applause. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we are now proceeding with the signing of 4 agreements while the team is going to set the stage. I invite the technical team to please set the stage for the signing ceremony. I would like